Donc le Quaternaire, on va le voir tout à l'heure, c'est une période froide que l'homme a bien connue, puisque le début des temps quaternaires correspond grosso modo au début de l'aventure de l'homme. Ça commence il y a 2,5 millions d'années en gros, et le Quaternaire voit la succession d'une trentaine de glaciations. Autrefois, on pensait toujours qu'il y avait eu 4 glaciations, ça c'était depuis les études des géographes allemands au début du XXe siècle, mais maintenant, avec justement le travail qui ont été réalisés, les travaux qui ont été réalisés dans les fonds des océans, dont tu parleras tout à l'heure, on peut élaborer ce qu'on appelle une stratigraphie du climat et du volume de la glace à l'échelle de la planète. Et la courbe que vous avez sous les yeux représente les variations du volume des glaces, masse, et par là même des températures de la Terre. Là, on va remonter à un petit peu plus de 100 millions d'années. Alors, il est vrai qu'avant 60 millions d'années, c'est extrêmement compliqué de reconstituer le climat parce que la plupart des sédiments marins sur lesquels les chercheurs s'appuient ont disparu par subduction et si je ne me trompe pas, c'est très difficile d'aller au-delà de 60 millions d'années. Actuellement, peut-être 120 millions d'années à certains endroits et encore. Alors, ce qui est intéressant quand même de regarder sur ce graphique, qui est quand même une courbe relativement lissée, c'est qu'on a une période d'optimum climatique dans le cadre rouge, c'est ce qu'on appelle l'optimum éocène. L'éocène, c'est la période du début du tertiaire qui commence avec la disparition des dinosaures, 65 millions d'années. Vous voyez que là, on est dans des échelles de temps extrêmement longues, hein. Rien à voir avec l'histoire des glaciers depuis la fin de la dernière glaciation. Même la dernière glaciation, on va retrouver ici, hein. Là, on est à 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans. Ça n'a rien à voir avec les 50 millions d'années. C'est des temps immensément long. La Terre était totalement différente à l'époque. Les continents étaient séparés, mais pas du tout à la même position qu'aujourd'hui. Et si on regarde bien la courbe, eh bien, on s'aperçoit qu'à la suite de cet optimum climatique, dont les données scientifiques nous montrent que les températures étaient de l'ordre de 10 degrés, voire 12 degrés supérieures aux températures actuelles, avec une quantité de gaz à effet de serre, si on prend le dioxyde de carbone, qui était vraisemblablement 4 à 5 fois plus importante qu'aujourd'hui. Alors ça, c'était entièrement naturel. Je le rappelle, ce n'est pas pour donner du moulin à moudre aux climato-sceptiques. Aujourd'hui, on est confronté à un impact de l'homme qui est présent depuis plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas très vieux, en fait, l'impact de l'homme, mais aujourd'hui, plus rien n'est naturel. On y reviendra après. Donc, on va avoir un léger refroidissement qui va véritablement commencer au début de l'Oligocène, autour de 35-38 millions d'années. Et là, on a la formation des premiers glaciers en Antarctique. L'Antarctique commence à se couvrir de glace progressivement pour atteindre son maximum que l'on connaît aujourd'hui, hein, il y a à peu près 6 millions d'années, avec des variations du volume de glace dans l'Antarctique. Et puis, si on continue dans cette courbe, on va se rapprocher du temps présent progressivement. Dans ce petit pavé, on a l'englacement progressif du Groenland et des Alpes. Les glaciers alpins commencent à se former il y a à peu près 4 à 5 millions d'années. Il n'est pas exclu qu'il y a 6 ou 8 millions d'années, on n'ait pas eu des glaciers dans les Alpes, mais à haute altitude. Hein. Seulement, il y a 4 millions d'années, on a un changement du climat dû à l'ouverture, d'abord l'ouverture et la fermeture de l'isthme de Panama, comme on va le voir après. Alors, dans ce grand pavé bleu, on a les temps quaternaires. Alors, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que la courbe n'est pas du tout la partie actuelle, qui est ici depuis 11 000 ans, n'est pas du tout à l'échelle de tout le reste. Si cette partie-là devait être à l'échelle de la courbe, elle mesurerait 30 mètres de longueur. Donc, vous voyez que les temps, on les a quand même largement compressés. Tout ça pour vous montrer que depuis 2 millions d'années, un peu plus de 2 millions d'années, on a toute une série d'oscillations du climat qui nous montrent les variations du volume de la glace des températures de la planète qui sont très très régulières. Jusqu'à 1 million d'années, en gros, on s'aperçoit qu'on a une glaciation tous les 50 000 ans. À partir d'1 million d'années, on s'aperçoit qu'on a une glaciation tous les 100 000 ans. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas, et personne ne le sait aujourd'hui. Les glaciologues qui carottent les glaces de l'Antarctique recherchent de la glace qui aurait plus d'1 million d'années. Ils ont des pistes pour carotter dans des zones où on n'aurait pas de déformation, déformation de la glace basale, des phénomènes de cisaillement. C'est pas facile hein, un enregistrement continu, c'est très compliqué parce que les glaciers se déforment, et en particulier à leur base. Et dans ces cas-là, on a des enregistrements qui sont complètement faussés. Donc, ils sont en passe de trouver de la glace très ancienne qui aurait peut-être 2 millions, voire 4 millions d'années.
Et là, peut-être, on trouvera la solution avec la composition des bulles d'air contenues dans la glace. On comprendra peut-être ce qui s'est passé il y a 1 million d'années. Pourquoi le cycle est passé à 100 000 ans pour chaque glaciation. Là, c'est ce qu'on appelle le LGM, Last Glacial Maximum. 25 000 ans à peu près, 22 000 ans pour les grandes calottes glaciaires nord-américaines, nord-européennes. Et puis pour les Alpes, c'est vers 30 000 ans le maximum. Et les températures remontent progressivement. C'est une période qui dure à peu près 8 000 ans, avant de se terminer il y a 11 000 ans, avec l'entrée dans les temps post-glaciaires dans lesquels nous vivons. Hein. Nous vivons toujours dans le Quaternaire. La prochaine glaciation, a priori, elle devrait se dérouler dans 50 000 ans, 60 000 ans. Il y a encore du temps devant nous. Elle pourrait être retardée, mais elle correspond à ce qui a été modélisé d'après la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc on pourra y revenir sous forme de questions, ça on pourra le détailler. C'est ce qu'on appelle les paramètres astronomiques. Nous sommes ici, en l'an 2100, et le climat se réchauffe, mais il y a eu des oscillations assez importantes, comme on va le voir tout à l'heure. Alors le grand basculement pour l'hémisphère nord, c'est l'ouverture, le blocage du Central American Seaway qui alimentait l'Atlantique Nord via l'océan Pacifique. Donc on avait un courant assez important, un courant d'eau chaude, et qui finalement s'est arrêté avec la tectonique des plaques, il y a à peu près 5 millions d'années, 4 millions d'années, avec la fermeture de l'isthme de Panama, qui a condamné les échanges thermiques entre le Pacifique et l'Atlantique Nord. Bon, certains auteurs actuellement pensent que cette fermeture s'est faite assez progressivement, mais qu'il y a déjà 6-8 millions d'années, l'isthme de Panama était déjà fermé. Donc on a des controverses, rien n'est complètement acquis, c'est valable dans tous les domaines de la science. Donc grand basculement à ce moment-là, la circulation, alors ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est la circulation océanique mondiale, se termine dans l'Atlantique Nord par l'impact du Gulf Stream. Le Gulf Stream se met en place et surtout ça c'est important pour nos glaciers dans les Alpes, en Europe et au Groenland, c'est des glaciers bien alimentés par des précipitations. Les premiers glaciers qui étaient déjà au Groenland prennent du volume, mais dans les Alpes, les glaciers prennent véritablement du volume, et les Alpes commencent à subir une intense érosion glaciaire qui va se poursuivre plus tard avec l'entrée en glaciation. Avant tout ça, eh bien, il y a 20 millions d'années, voilà une photo qui date de l'époque du paysage des Alpes avec des palmiers, avec des lagunes, des animaux qui ont disparu, des mastodontes, ancêtres des éléphants, et puis des lagunes. Ça, c'est le paysage du centre de la Suisse. On est absolument incapable de représenter les montagnes de l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 20 millions d'années, on a à peu près 20 km de roches qui ont été décapées par l'érosion. Les Alpes ne faisaient pas 20 km d'altitude, ça c'est impossible. Du point de vue physique, c'est pas possible. Par contre, on pense que les Alpes étaient un peu plus hautes qu'aujourd'hui, peut-être 5000, 6000 mètres, mais on avait une végétation qu'on dira thermophile pour l'époque. Donc pas de glacier, pas de traces dans les galets d'origine alpine de l'époque, dans les couches sédimentaires de galets qui seraient d'origine glaciaire. Et puis, le climat, comme je vous l'ai dit, a subi de grandes fluctuations pendant plusieurs millions d'années, pendant 2 millions d'années. La dernière grande fluctuation, c'est ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. La glaciation qu'on appelle Würm dans les Alpes, du nom d'une rivière de Bavière, et qu'on va appeler LGM à l'échelle de la Terre, c'est une glaciation qui permet l'installation de grandes calottes glaciaires sur l'hémisphère nord, la calotte glaciaire phénoscandienne et la calotte glaciaire laurentide sur l'Amérique du Nord. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, au sud de la baie d'Hudson, on avait à peu près 5000 mètres d'épaisseur de glace, presque l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui en Antarctique, parce qu'en Antarctique, il y a certains sites où il y a 4800 mètres, 4900 mètres d'épaisseur de glace. Et ça correspond au volume actuel de l'Antarctique. Sylvain, c'est quelle époque ça ? Ça, c'est 22-24 000 ans. De 24 000 ans, vous voyez qu'on commence à se rapprocher du temps présent et on n'est plus du tout dans le temps long d'il y a 20 millions d'années, des périodes chaudes d'il y a 100 millions d'années ou 60 millions d'années. On se rapproche progressivement de la situation actuelle. Il ne faut pas oublier qu'à chaque période interglaciaire entre deux glaciations, on a un paysage qui ressemble à celui qu'on a aujourd'hui, avec des glaciers qui arrivent à disparaître totalement. Il y a 128 000 ans, pendant le dernier interglaciaire, on pense que les glaciers des Alpes avaient quasiment disparu à 100%.
parce que les températures étaient plus élevées qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer était 6 mètres plus haut. Alors voilà une carte qui représente l'Europe, hein, avec les Alpes englacées. C'est la situation d'il y a 25-28 000 ans à peu près, avec cette grande calotte glaciaire qui culmine à 3500 mètres d'altitude. Il y a à peu près 3000 mètres d'épaisseur de glace sur le golfe de Botnie, et les glaciers descendent à l'emplacement de Berlin. On a de la steppe, de la toundra. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que c'est pas volontairement que j'ai débordé les côtes, hein, je tremblais pas, mais le niveau de la mer était largement plus au niveau de l'océan qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les côtes sont ici en pointillés noirs. La Manche n'existait pas, on avait un grand fleuve qui a creusé un canyon d'ailleurs. Le canyon est complètement rempli de sédiments et les océanographes étudient ce canyon qui permettait l'écoulement de ce grand fleuve qui drainait la fonte de la calotte glaciaire avec la fonte des glaciers des Alpes via le Rhin. Vous voyez, les îles britanniques étaient accessibles à pied sec depuis la Normandie. Et le site de Venise, il n'y avait pas de problème d'inondation à cette époque. Vous voyez, il était là. L'Adriatique était 400 km pratiquement plus au sud. Et les glaciers des Alpes avaient pris beaucoup de volume. À chaque glaciation, les glaciers des Alpes progressent, et c'est comme ça que je vous présente une carte des glaciers des Alpes. Il y a à peu près 350 000 ans ou 420 000 ans. C'est pendant une des grandes glaciations, la plus importante, qui a recouvert totalement la Dombe et a recouvert, pour ceux qui connaissent bien Lyon, la colline de Fourvière. Fourvière était sous la glace, puisque pour les Lyonnais, les glaciers se sont avancés jusqu'à Tassin la demi-lune. Alors, on avait un barrage de la Saône qui a permis le développement d'un grand lac qui s'étendait presque jusqu'à Dijon. La plaine de la Saône, c'était un lac. Plusieurs épisodes. Et c'est comme ça que les argiles qu'on retrouve dans la plaine de la Saône, en faisant des forages, nous racontent cette histoire glaciaire de la vallée de la Saône. Alors vous voyez que nous sommes à Paris, et à Paris on est bien au nord, on est en dehors des glaciers. Les glaciers, on va les retrouver dans le Massif central, on va les retrouver dans les Vosges, en Forêt-Noire, et on a des grandes calottes glaciaires qui s'étendent sur les plaines de l'Allemagne. Donc, la plus grande glaciation est la dernière que l'on connaît bien, qui a vu deux maxima, un vers 65 000 ans, l'autre vers 35-40 000 ans, voit les glaciers atteindre presque Lyon. Ils se sont arrêtés en gros à l'emplacement de l'aéroport Saint-Exupéry, voilà, en gros à 15 km de Lyon. Pour le paysage des Alpes, ça ne change pas grand-chose dans la partie centrale. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Le niveau de la mer, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, était 120 mètres, voire 130 mètres plus bas. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça des variations glacio-eustatiques. Les glaciers prennent du volume pendant des millénaires sur les calottes glaciaires. Ce n'est pas les glaciers des Alpes qui font varier le volume de la mer. C'est ridicule, les glaciers des Alpes, pour la mer. Eh bien, en l'espace de quelques 10, 15 000 ans, 20 000 ans, on a un tel stock de neige qui se transforme en glace que cette glace ne retourne pas à l'océan via le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, évaporation, perturbation, fonte, et l'eau rejoint l'océan par les fleuves. Le cycle était rompu à ce moment-là. Donc voilà la situation des Alpes au maximum de froid d'il y a 25 000 ans à peu près. Et puis là, on rentre dans une petite partie qui m'est assez chère, c'est l'interprétation, ce qu'on appelle la géomorphologie. C'est mon travail. La datation aussi, c'est mon travail, la datation des glaciers alpins, des fluctuations des glaciers alpins. Voilà une vallée que certains connaissent, hein, avec le Léman ici, le lac Léman, le Jura, la vallée du Rhône à Martigny, le coude de Martigny. Eh bien, à cet endroit-là, vous avez des sédiments qui font que le fond de la vallée est plate. C'est un petit peu comme à Grenoble. C'était comme à Sallanches, dans la vallée de l'Arve, pas loin de Chamonix. Toutes les grandes vallées alpines présentent des fonds plats. Eh bien, tout simplement parce que lorsque les glaciers se sont retirés il y a 20 000 ans de cette vallée, 18 000 ans même, eh bien, on avait des lacs très profonds qui ont été remplis ici par les sédiments du Rhône. Donc, ça nous donne un fond plat sur lesquels les villes s'installent, l'agriculture et les zones industrielles. Alors, voilà le paysage actuel et voici le paysage reconstitué il y a 30 000 ans. On a les mêmes montagnes aux alentours, les dents de Morcle, les dents du Midi et une calotte glaciaire sur le Jura qui envoie des langues glaciaires sur le plateau suisse où s'écoule le glacier du Rhône. Voilà, une image, ça parle beaucoup plus que des longs commentaires. Alors, en ce qui concerne les images, voilà le bassin de Sallanches, pour ceux qui connaissent le pays du Mont-Blanc, vu depuis les Aravis, depuis les Quatre Têtes, où on a une vallée qui est totalement remplie de glace. La surface du glacier sur Sallanches, elle est à 2200 mètres à peu près. Toujours pour le côté esthétique, voilà le massif du Mont-Blanc avec
Genève, là ici vous avez l'aéroport de Cointrin à Genève, le centre de Genève est ici, on doit apercevoir le jet d'eau, et puis là vous avez le Salève avec le Mont Blanc et la vallée de l'Arve. Voilà le Léman, le petit lac comme on l'appelle, cette partie du moins, et voilà le glacier du Rhône sur le Léman, il y a à peu près un peu plus de 30 000 ans. Donc les images sont quand même intéressantes parce que d'abord on va se baser sur une cartographie précise de l'épaisseur de glace, et une fois qu'on a interprété cette cartographie, grosso modo on va essayer de retrouver des glaciers équivalents en Alaska ou ailleurs, on va les dupliquer et on va travailler sous Photoshop. C'est pas de la science, mais c'est un peu l'illustration de la science, de procéder de cette façon-là. Les héritages aussi de la dernière époque glaciaire, les chutes du Rhin, à Schaffhausen, au nord de la Suisse, sont directement héritées de l'époque glaciaire. Avant la dernière glaciation, le Rhin s'écoulait sur une surface qui a été comblée ensuite par le glacier du Rhin, comblé par des sédiments, par de la moraine. Les sables, les graviers que les glaciers transportent s'appellent de la moraine. Et ensuite, le glacier est parti. Le Rhin n'a pas tout à fait repris son cours, mais par contre, là, il est retombé dans son ancien lit. C'est ce qui a donné naissance aux chutes du Rhin. Et puis Lyon, on a parlé tout à l'heure de Lyon et des glaciers à Lyon, évidemment, incontournable. Pour ceux qui connaissent bien Lyon, si vous allez faire un petit tour sur la colline de la Croix-Rousse, vous avez le gros bloc de la place du Gros Caillou, la Croix-Rousse, qui est une quartzite qui vient du massif de la Vanoise. Donc là, je n'ai pas représenté la carte, c'est l'avant-dernière glaciation, mais voici la représentation telle qu'on peut l'imaginer de cette grande galette de glace qui était à l'échelle du glacier de Malaspina en Alaska. Et le fonctionnement du Malaspina nous permet de comprendre le fonctionnement du glacier du Rhône, non pas du Rhône, des glaciers à Lyon pendant la dernière période glaciaire. Alors tous ces exemples, vous les avez dans l'Atlas des glaciers disparus avec des explications. Et maintenant, on sait qu'à Lyon, les glaces qui arrivaient sur Lyon, ce sont des glaces venant de la Vanoise, mais ne venaient pas du glacier du Rhône. Le glacier du Rhône s'écoulait principalement sur le plateau suisse. Et on ne va pas s'attarder trop sur la glaciation. On est rentré depuis 11 000 ans dans la période post-glaciaire, une période qu'on appelle aussi l'Holocène. Il faut savoir que le Quaternaire se divise en deux périodes, le Pléistocène, les glaciations, et à partir de 11 000 ans, l'Holocène. Nous vivons dans l'Holocène qui va durer encore 40 à 50 000 ans, grosso modo, qui devrait durer. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu aussi. Alors il y a 7000 ans, on a de la forêt qui poussait à l'emplacement du glacier du Mont-Minet, puisqu'on retrouve des troncs d'arbres. Quand on compte les cernes, on s'aperçoit qu'on en a 2 à 300 pour certains, donc c'était des arbres très volumineux, des troncs d'arole. Et ces arbres, une fois datés, il y a plusieurs méthodes pour les dater, notamment la dendrochronologie, on a des troncs qui ont 7000 ans, d'autres qui ont 5000 ans. On a plusieurs épisodes où la forêt a recolonisé les vallées glaciaires, où les glaciers avaient partiellement disparu, comme dans le bassin de la mer de glace d'ailleurs. Ensuite, on a eu une période froide. Alors, on vit vraiment dans le souvenir de cette période froide et ça a impacté les esprits. Aujourd'hui, on voit les glaciers disparaître. Les glaciers fondent très très vite. On pense que beaucoup de glaciers auront fondu d'ici 50 ou 100 ans, à la fin du siècle, malheureusement. Mais c'est peut-être pas perdu. En tout cas, c'est peut-être perdu pour quelques centaines d'années, voire un peu plus, d'après certains climatologues. Mais le grand coup de froid qu'on a connu avec des glaciers magnifiques a véritablement commencé avec des éruptions volcaniques, plusieurs éruptions volcaniques, dont le Samala en 1257, en Indonésie. Le Samala, c'est un volcan qui est sur l'archipel de Lombok. Il a projeté 40 km3 de poussière, ce qu'on appelle des téphras, dans la stratosphère, jusqu'à 40 km d'altitude. Et ça a contribué à refroidir le climat. Chaque grosse éruption refroidit le climat. On a le Tambora en 1815, le Pinatubo en 1991. Et vous voyez que le volume du Pinatubo, c'est la photo. Ça, c'est pas le Samala en 1257. Je vous précise quand même. Et regardez le Tambora, 33 km3. C'est une éruption colossale, puisque l'année 1816 a été nommée dans les Alpes l'année sans été. Donc on a un impact sur le climat. Voilà, aujourd'hui, il nous faudrait quelques belles éruptions volcaniques, sans souhaiter de malheur à beaucoup de populations, parce que la Terre est très peuplée. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas où j'en suis dans le temps qui m'était imparti, j'ai peut-être débordé. Voilà l'Atlas des glaciers disparus que je pourrais vous présenter, vous pourrez le consulter tout à l'heure.
Alors j'ai quelques questions complémentaires. On va prendre le temps parce qu'il y a des points qui me semblent importants. On en a parlé un peu au téléphone, mais si vous pouviez, assez simple, expliquer le fonctionnement, enfin, pourquoi une éruption volcanique refroidit le climat. Moi, je ne comprends pas. Tout simplement parce que généralement, quand on a une éruption volcanique, si on a une grosse éruption avec un panache qui monte jusqu'à 30-40 km d'altitude, c'est souvent ce qui se produit dans les très grosses éruptions. Ça a été le cas de Santorin en 1400 avant Jésus-Christ, ça a été le cas du Samala et du Krakatoa. Eh bien, cette poussière va occulter les rayons du Soleil et cette poussière va faire le tour de la Terre. Là-dessus s'ajoute la production de dioxyde de soufre, et le dioxyde de soufre, c'est une merveille. Pas pour la santé, mais c'est une merveille parce qu'elle détruit le CO2. Donc vous voyez que si on avait beaucoup d'éruptions, on aurait beaucoup de dioxyde de soufre, je ne parle pas de notre état à nous, hein, mais on aurait un refroidissement du climat, en plus de la poussière. Ok, très bien. Et j'ai quelques questions en vrac avant de laisser la parole à Eva. Cette reconstitution donc cette vallée des Alpes, on a bien compris, Photoshop, vous dans votre bureau en train de... Mais c'est basé sur quels outils, sur quelle méthodologie, comment vous fonctionnez en fait? Quel est le fruit, cette photo qui vous semble simple? En fait, elle est très complexe. Il y a un processus derrière. Et prenez le temps d'expliquer comment on arrive à modéliser comme ça cette vallée. Alors, on peut parler de la vallée à Martigny ou de la vallée du Rhône à Genève. Au départ, on va s'appuyer sur des travaux anciens et on va faire le tri et on va vérifier soi-même sur le terrain tout ce qui a été mis en avant par les travaux anciens. On va recueillir l'altitude de toutes les traces, notamment des blocs transportés par les glaciers, ce qu'on appelle des blocs erratiques. On va cartographier les moraines parce que lorsqu'on est suffisamment bas, vers 1200-1300 mètres d'altitude au-dessus de Genève, par exemple, on va trouver des moraines sur les flancs du Jura, on va en trouver au sud du lac Léman. Eh bien, ces moraines vont être les témoins du maximum d'épaisseur du dernier glacier qui a rempli la cuvette lémanique. Et quand on va cartographier tout ça, on va créer des courbes de niveau sur le glacier en se basant sur les moraines. Alors, on va avoir des courbes de niveau qui vont être gonflées dans la partie basse des glaciers et qui vont être concaves dans la partie haute. Et vous regardez une carte actuelle des glaciers des Alpes, vous apercevez que dans le bas des glaciers, on est plutôt convexe et concave dans la partie haute. Donc on peut reconstituer l'épaisseur du glacier. Et à partir de ce travail-là, eh bien, on va reprendre une photo symbolique, une photo qui parle, et là-dessus, on va reconstituer le glacier. Alors, on fait des schémas sous Illustrator, on représente la surface du glacier et à partir de là, on va importer dans Photoshop les photos et des photos où on va repiquer de la glace. C'est du montage, mais du montage qui se veut quand même scientifique d'après le résultat. Voilà, on ne fait pas n'importe comment, on pourrait mettre de la glace. Si je vous disais, par exemple, il y avait un dôme glaciaire il y a 30 000 ans sur les Alpes. Alors, c'est facile à représenter, vous avez la chaîne des Alpes et puis un immense dôme. Voilà. Mais plus personne ne le croit maintenant, parce qu'on sait qu'il n'y avait pas de dôme glaciaire. C'est toujours assez délicat de demander à des chercheurs de spéculer sur ce qui peut se passer, mais vous avez évoqué donc qu'une prochaine, alors j'ai noté, prochaine glaciation pourrait arriver dans 50 000 ans. Bon, on fait quoi avec ce chiffre? On est content, on n'est pas content? C'est dans longtemps, mais on a le sentiment que voilà, les choses se passent sous nos yeux, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre? À l'échelle d'une vie humaine, c'est très très lointain, il faut reconnaître. Est-ce que ça nous rassure? Oui et non. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si le cycle des glaciations ne va pas être rompu par l'excédent de gaz à effet de serre que l'homme apporte dans l'atmosphère. C'est ça le gros problème. J'en ai discuté avec des climatologues de Genève, avec Jean Jouzel notamment, qui n'est pas de Genève, qui est de Paris, et c'est le grand questionnement. La seule chose dont on a une certitude aujourd'hui, c'est que tout ce qui a été apporté par l'activité anthropique dans l'atmosphère mettra pas mal de temps à disparaître. Autrement dit, on est quand même parti pour au minimum 1000 à 1500 ans de réchauffement climatique. Parce que pour absorber tout ce dioxyde de carbone qu'on a dans l'atmosphère, il faudra un cycle complet de la circulation thermohaline dont on a parlé tout à l'heure. Un cycle complet, c'est 1500 à 2000 ans. Vous voyez, et aujourd'hui, malheureusement, on continue à en rejeter. Je crois qu'on est on est totalement inconscient par rapport à l'impact que l'on a. Aujourd'hui, l'économie prime surtout. Une économie, si on est malheureux, si on a des sécheresses, des incendies partout, à quoi ça sert? Il vaudrait mieux essayer
de limiter les dégâts, je dirais. On n'est plus en train de se dire dans 50 ans ce sera réglé, il n'y aura plus d'excédent en dioxyde de carbone. Non, non. Maintenant, la seule chose, c'est limiter à 1 ou 2 degrés le réchauffement. Et on n'en prend pas le chemin, malheureusement. Et quelle perspective pour la glaciologie s'il n'y a plus de glaciers? Alors, pour quelques générations, il y aura encore des glaciers. La disparition du Groenland, ça peut être quelques centaines d'années, voire 1000 ou 2000 ans. L'Antarctique, ça peut être 5000 ans, 6000 ans. La calotte glaciaire Laurentide en Amérique du Nord a quand même mis 12 000 ans à fondre. Il ne faut pas l'oublier. Oui, il y a encore du travail pour les glaciologues. Et puis il y a encore plus de travail pour les géomorphologues qui seront là pour interpréter ce que les glaciers ont laissé comme traces. Le temps imparti s'écoule, arrive, mais on aura l'occasion de revenir lors de la discussion. J'ai encore plein de questions pour vous, mais par souci d'équité, on va vous remercier, puis on va laisser la parole à Eva Moreno. Nous sommes collègues au sein du muséum. Vous êtes chercheuse. Alors j'ai votre CV sous les yeux, mais je ne vais peut-être pas vous faire l'outrage de le lire à votre place, mais juste peut-être pour résumer, rappeler ou indiquer que vous êtes maître de conférence. Asseyez-vous, faites comme chez vous, faites plus par là. Oui, mais c'est filmé en fait. C'est mieux si... Merci. Merci beaucoup. Donc vous êtes maître de conférence ici au muséum. Merci beaucoup Sylvain. Vous êtes affecté depuis 2017 au laboratoire L'Océan, dirigé par Jean-Benoît Charassin. Je vais juste résumer ce que vous m'avez envoyé. L'objectif principal de vos études est d'une part connaître la variabilité climatique en région tropicale associée au grand cycle climatique glaciaire interglaciaire. Et d'autre part, vous êtes intéressé aux fortes instabilités climatiques observées dans l'Atlantique Nord, qui peuvent être associées à d'autres perturbations climatiques loin de l'Atlantique Nord. Donc là, on s'est parlé longuement il y a quelques jours sur un peu la nature de cette intervention qui peut paraître surprenante, puisque votre univers, c'est plutôt l'océan, mais moi j'avais très envie on peut bien sûr en parler, mais parler de paléoclimatologie, voilà, c'est très intéressant dans le contexte qu'on connaît avec l'érosion, la métamorphose et la fonte des glaciers. Et c'est une question que je vous pose tout de suite, mais que j'aurai l'occasion de poser aussi à Sylvain, sur cette histoire d'érosion naturelle des glaciers. On n'a peut-être pas assez insisté là-dessus. Le fait que cette érosion est bien sûr accélérée par l'action humaine, mais que malgré tout, voilà, il y a une balance qu'il faut rappeler, qu'il faut souligner, que je vous laisserai faire bien sûr vous-même. Mais voilà, on peut aussi garder ça en tête. Et je me tais. Et donc votre temps est de 20 minutes. D'accord. Donc, en fait, la climatologie est une science qui a pour but de reconstituer les conditions climatiques qui ont régné dans la Terre dans le passé. Donc, ça peut être des milliers à des millions d'années. Et en fait, le but, c'est de placer quelles sont les perturbations climatiques actuelles par rapport aux variations climatiques qu'on a pu observer de manière naturelle dans le passé. Donc, on utilise pour ça des archives, on appelle ça des archives biologiques. Donc, il y en a plusieurs. Là, je vous présente deux parce que c'est les archives qui utilisent les plus. Donc, d'abord, les carottes des sédiments et les carottes des glaces. Donc, je vais vous montrer après ce que c'est une carotte pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais grâce à ça, ça nous permet d'étudier quels sont les paramètres climatiques dans le passé. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'on peut étudier, mais au vu des préoccupation actuelle, c'est qu'on utilise les plus, ça va être la température atmosphérique et de la surface de l'océan, la teneur en CO2 et aussi les variations des niveaux de la mer. Alors, voilà. Donc, voilà, ici une petite représentation de quelles sont les archives qu'on utilise. Donc, forcément, on a des archives instrumentales qui sont commencées dans les années 1850. Donc, les premières stations météorologiques ont commencé à cette époque. Ils ont permis de connaître des mesures directes des températures, par exemple. Et avant cette époque, donc on peut appeler aux archives historiques qui sont des mesures un peu non quantitatif. Par exemple, on peut connaître quelle était les dates de début des vendanges et à partir de cette date, on peut savoir si on avait des périodes plus froides ou plus chaudes.
Donc, au-delà de ça, on va donc accéder aux carottes de glace et aux carottes de sédiments marins. Donc, les carottes de glace nous permettent d'aller au plus loin pour l'instant, jusqu'à 800 000 ans. Donc 800 000 ans, comme il vous a expliqué Sylvain, ça fait 8 cycles climatiques glaciaires interglaciaires. Et les carottes de sédiments, eux, ils nous permettent d'aller à 170 millions d'années au plus, mais ça commence à être compliqué à partir de 66 millions, parce que c'est la date des plus vieux planchers océaniques. Donc, en fait, ces archives ne nous permettent pas de connaître des événements exceptionnels. On ne peut pas savoir s'il y a eu une année très chaude ou très froide. Par contre, ils nous permettent de connaître une tendance, c'est-à-dire si on a une tendance au refroidissement du climat ou au réchauffement. D'accord? Donc, c'est moyenné sur plusieurs années. Et c'est de manière très exceptionnelle, sur des éléments très récents, où on peut avoir des variations annuelles. Mais c'est vraiment assez exceptionnel. Donc, bon, d'abord, je pense que beaucoup de vous ne savent pas ce que c'est un sédiment. Donc, un sédiment, ça va être donc toutes les particules qui se cumulent à la surface de la Terre de manière continue. Et dans les sédiments marins, ces sédiments sont composés de deux fractions. Une fraction qu'on appelle le matériel minéral, qui est le résultat de l'érosion des roches continentales, et qui sont ensuite apportées dans l'océan par les rivières, les vents, des icebergs, et un matériel biologique. Donc voilà, c'est les planctons qui vivent à la surface, et on a donc un composant qu'on utilise beaucoup en paléoclimatologie, va être les foraminifères, des coquilles de foraminifères. Donc c'est des coquilles très petites, donc des 5 microns, ça veut dire que c'est moins d'1 millimètre de taille, mais qui ont une importance fondamentale pour nous, parce que sa coquille est à l'équilibre avec l'océan, donc elle enregistre les variations par exemple des températures océaniques. Donc c'est à partir de ces paramètres, en faisant des mesures chimiques, sur cette coquille qu'on arrive à reconstruire la température passée. Donc voilà ici une carotte de sédiments. Alors les sédiments se cumulent de manière progressive, donc sur une durée longue. Et donc on peut, si on fait des échantillonnages tout le long d'une carotte, et qu'on mesure et qu'on date, donc on va pouvoir donc connaître comment était le climat dans le passé. Donc comme je vous ai dit, on peut connaître les variations de température, mais aussi les précipitations, les courants océaniques, l'intensité des vents, etc. Donc on a ici juste une petite vidéo de comment on fait une carotte, ok? Voilà, une carotte, donc on va faire des campagnes océanographiques et on prélève donc une couche, c'est la première couche du sédiment. Donc une carotte, c'est vraiment fait par gravité, il n'y a aucun moteur, voilà, c'est vraiment que la gravité qui fait prélever notre couche sédimentaire. Et voilà, une fois faite, on l'amène au laboratoire et on l'étudie. Donc, d'un autre côté, les carottes de glace. Donc, les carottes de glace, donc c'est pas des glaciers des montagnes, on va les prélever surtout des carottes qui viennent de Groenland dans l'hémisphère nord et de l'Antarctique dans l'hémisphère sud. Donc, vous voyez, il y a eu plein de campagnes de forage. Donc, ça c'est plus un forage parce qu'il faut vraiment, on ne peut pas le faire par gravité, mais c'est un peu le même principe. On prélève une couche verticale, donc si on dit carotte, c'est parce que c'est par similitude avec les légumes, donc sauf qu'il fait plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres dans le cas de la glace. Et donc voilà donc, les sites qu'on étudie. Donc en Groenland, ça nous permet de connaître pour l'instant des variations de température jusqu'à 150 000 ans. Et en Antarctique, on peut arriver pour l'instant jusqu'à 800 000 ans, mais on essaie, comme on vous a expliqué, d'aller plus loin dans le temps. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir des enregistrements de températures qui vont plus loin que 800 000 ans. Et donc voilà une carotte de glace. Et donc vous voyez, il y a des choses qu'on peut mesurer. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut mesurer, mais les principales sont la température et aussi la teneur en CO2. Donc ça, c'est très important.
la glace, il y a des boules d'air à l'intérieur de la glace que vous voyez ici, et ces boules d'air contiennent la teneur en CO2 de l'époque où la glace a été formée. Donc, en étudiant donc, la teneur de CO2 de ces bulles d'air, on arrive donc à mesurer la concentration de CO2 dans le passé. Ok. Donc voilà ici. Donc, ça c'est à partir des stations météorologiques, la fluctuation de CO2 depuis 1960 jusqu'à l'actuel, et on arrive en 2015 à une teneur de CO2 de 400 parts par million, 400,49 parts par million. Donc, bon, parts par million, ça veut dire que c'est une concentration très faible, hein, le CO2 est une concentration quand même très faible dans l'atmosphère, mais c'est suffisant pour régler le climat. Si on n'avait pas de CO2 dans l'atmosphère, la température de la Terre serait très froide. Sauf que là, on est en train de dépasser les concentrations naturelles, on va dire. Donc, le problème de cette station, c'est qu'on n'a pas assez de recul pour savoir comment c'était le climat avant. Si on fait recours donc, aux enregistrements géologiques, d'abord, les enregistrements instrumentaux, on va voir effectivement, donc là c'est la température, à droite c'est l'actuel, à gauche c'est le passé. On voit que la température augmente depuis le début du XXe siècle et ça s'est accéléré à partir de 1960. D'ailleurs, c'est souvent cette date qu'on essaye de mettre la limite qu'on appelle l'Anthropocène, 1960. Si on va un peu plus loin dans le passé, donc là j'essayais de faire à l'inverse du plus récent au plus ancien. Si on voit sur les dernières 2000 ans, on voit effectivement cet optimum climatique médiéval en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure, un refroidissement à partir du XIe siècle, et ce refroidissement, effectivement, c'est lié à la présence de plusieurs éruptions volcaniques. Donc, comme on vous a expliqué, une éruption volcanique refroidit le climat parce qu'on expulse à l'atmosphère des aérosols de soufre. Et cet aérosol de soufre empêche, réfléchit le soleil, donc on refroidit la température sur plusieurs années. Mais le fait d'avoir plusieurs éruptions fait que le refroidissement est encore plus important, d'accord? C'est un effet qu'on appelle un effet cumulatif. Et donc voilà, on voit par la suite qu'à partir de 1900, on a un réchauffement. C'est un réchauffement qu'on n'a jamais vu avant, ni par l'intensité, ni par la rapidité, d'accord, depuis 2000 ans. Mais malgré ça, c'est quand même pas suffisant comme période de temps pour avoir de recul. Donc c'est là où on va aller voir les enregistrements, les archives géologiques. Donc voilà ici une carotte de glace. Donc on a 21 000 ans. Entre 21 000 ans et le début de l'Holocène. Donc la période la plus récente est à droite. Je dis ça parce que souvent on parle de climatologie, des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite. Donc il faut bien voir l'échelle de temps. Donc le passé est à gauche et la bande bleue correspond au dernier maximum glaciaire. Donc on voit des teneurs en CO2 beaucoup plus bas que l'actuel. Et une température, donc le deutérium, c'est un isotope de l'eau. Et elle est un marqueur de température. Donc, la bande bleue correspond à une période plus froide, beaucoup plus froide que l'actuelle. Donc, ensuite, on voit un réchauffement progressif, c'est la déglaciation, et ensuite l'Holocène, qui est la bande jaune. Donc, ces variations de température et de teneur en CO2, donc voilà ici, juste pour que vous sachiez, la température moyenne de la Terre à l'époque, au maximum glaciaire, était de 8 degrés. C'est une température moyenne. Et la teneur en CO2 était de 180 parts par million. Actuellement, aujourd'hui, la température moyenne de la Terre est plutôt de 14 degrés. Donc, ça fait une différence de 6 degrés. Et la teneur en CO2 est de 400 BPM. Donc, ces variations sont des variations naturelles. Bon, pas pour les 400 BPM. Ça veut dire que c'est lié à l'orbite de la Terre, effectivement, les variations glaciaires-interglaciaires qui fait passer d'une période glaciaire à une période interglaciaire.
Et on observe ça tous les 100 000 ans. Tous les 100 000 ans, on a une période interglaciaire, de manière naturelle. Alors, il y a eu comme un refroidissement à l'époque, sauf que ce n'était pas un refroidissement homogène. D'accord ? On voit que c'est surtout les hautes latitudes qui refroidissent beaucoup plus que les tropiques. Et donc, voilà la différence de température par rapport à l'actuel. Au maximum glaciaire, on avait l'hémisphère nord, l'Europe, 14 degrés de moins que maintenant, alors que dans les tropiques, la différence de température était assez faible. On voit aussi effectivement la formation de ces calottes de glace qu'on a vu avant, en Amérique et en Europe. Et voilà ici la différence des volumes de glace entre la période maximum glaciaire à gauche et l'actuelle actuellement, en fait aujourd'hui. Et on voit que c'est surtout l'hémisphère nord qui varie beaucoup en volume. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup plus de continents. Et quand on a formation de glace, mais la glace se forme sur les continents. Et donc, mais voilà. Donc, ce volume de glace fait baisser le niveau de la mer de 120 mètres. Okay. Donc, on a une période qui est tout le contraire. Donc, là, si vous voulez, sur les dernières 800 000 ans, on a observé ce type de variations glaciaires interglaciaires, donc avec des intensités pas forcément toujours les mêmes. Par exemple, la dernière interglaciaire était un peu plus chaude qu'aujourd'hui, mais c'est de manière assez régulière, tous les 100 000 ans. On a une autre période, la plus récente, où on a observé tout le contraire, des températures très chaudes, beaucoup plus chaudes que l'actuelle, c'était les Pliocènes moyens. À l'époque, donc, beaucoup de scientifiques, et pas les climatologues, utilisent cette période comme analogue par rapport à l'actuelle, même s'il y a beaucoup de différences. Mais pourquoi ? Parce que la position des continents à l'époque était déjà très similaire à l'actuelle. Et donc, ça permet de savoir comment peut être le climat futur. À l'époque, on sait, les estimations indiquent que la teneur en CO2 était entre 350 et 450 parts par million de CO2. Donc, ceci, on sait qu'une augmentation de CO2 provoque un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique provoque la fonte des glaces. Et on sait, donc les estimations indiquent qu'à l'époque, la mer était d'environ 10 mètres, voire plus, voire 20 mètres, supérieure à l'actuelle. Donc, comment on peut imaginer la Terre avec 10 mètres, 20 mètres de plus que l'actuelle? Donc, voici une carte du nord de l'Europe. On voit les Pays-Bas, on sait que les Pays-Bas est en dessous du niveau de la mer. Et donc, avec une augmentation d'1 mètre, on voit déjà cette différence. Donc, la partie bleue qui envahit la Terre, avec une augmentation de 9 mètres, les Pays-Bas disparaissent pratiquement, une partie du Danemark, la Belgique et l'Angleterre. Et si on passe à plus, 13 mètres, donc vous voyez comment la mer envahit le nord de l'Europe. Et avec 20 mètres, voilà, on n'a plus de Pays-Bas. La Belgique disparaît pratiquement aussi. Et bon, la France, on ne l'a pas vu, mais ça affecte aussi la France. Donc, c'était juste pour savoir quel était donc qu'il pouvait être dans le futur l'impact d'un réchauffement climatique similaire à celle du Pliocène. Et on considère que chaque fois qu'on double la concentration en CO2, on peut augmenter la température moyenne de la Terre de 3 degrés. D'accord ? Donc, il y a vraiment un lien très direct entre le CO2 et la température. Donc, ça, c'est la même figure par laquelle on a commencé cette table ronde, sauf que cette fois-ci, tout est à l'échelle et que le présent est à gauche. On voit effectivement que malgré tout cet contexte actuel de réchauffement, on est quand même dans une période, par rapport à l'histoire de la Terre, très froide. D'accord ? Si on voit depuis la limite Crétacé et Paléocène, on voit que la Terre n'a pas arrêté de refroidir. Et il y avait aussi à cette époque des concentrations de CO2 beaucoup plus importantes que l'actuelle. Et ce qui a fait refroidir la Terre, ça a été effectivement la position des continents qui a fluctué, qui a permis la formation des courants océaniques qui ont refroidi, qui ont régulé les climats entre les tropiques et les pôles.
Et j'aimerais juste finir par une petite, juste pour placer aussi quelle est la place de l'homme dans l'histoire de la Terre. Et pour ça, j'ai fait une histoire de la Terre rapportée sur une année. Donc la Terre a 4,6 milliards d'années. Donc si on dit que ça, c'est le 1er janvier, déjà, la limite KT, donc la disparition des dinosaures, ne s'est produit que le 25 décembre. Et l'homme, le quaternaire, donc 2 millions d'années, c'était le 31 décembre vers 20h. Et nous, l'homme, est apparu à 23h59 et quelques secondes. Et donc, c'est pas pour ça non plus que j'ai donné raison au climat sceptique, pas du tout. Mais c'est juste pour savoir aussi que nous, finalement, on n'est vraiment pas grand-chose dans l'histoire de la Terre. Et je voulais aussi, juste pour finir, effectivement, de souligner qu'il y a un lien direct entre le CO2 et la température, qu'on n'a jamais vu dans le passé des périodes géologiques où on a des concentrations élevées de CO2 et des températures basses, et que, effectivement, on a comme conséquence des variations importantes du niveau de la mer, des catastrophes naturelles possibles associées à des inondations, à des moussons plus intenses, etc. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup Eva. J'anticipe la discussion qui va suivre avec une question pour vous Eva sur très simple, qu'est-ce que la glaciologie ou la géomorphologie apprend à la paléoclimatologue que vous êtes? Est-ce que c'est pas un piège hein, j'aimerais savoir si les travaux de Sylvain et ses collègues peuvent irriguer comme ça votre propre travaux. Il y a des similitudes dans le carottage par exemple en termes de méthode. Est-ce que ça peut inspirer vos travaux? Avec un micro c'est beaucoup mieux. Effectivement oui, parce que nous, la climatologie, une des choses qu'on fait, là comme je vous ai montré sur la carte des lumières maximum glaciaires, on peut avoir un refroidissement global, mais localement, les variations sont différentes. Donc, une de nos travaux qu'on fait, c'est de mettre toujours en parallèle ce qui se passe par exemple dans les tropiques par rapport à ce qui se passe dans l'Atlantique Nord ou alors dans les glaciers. Par exemple, dans les tropiques, les variations de température dans le passé étaient faibles. Par contre, il y a eu d'autres phénomènes, comme on sait que c'était des périodes beaucoup plus sèches. D'accord, les vents variaient. Donc au niveau mousson, la mousson était différente. Donc nous, on n'arrête pas de faire vraiment des comparaisons entre ce qui se passe à haute latitude, basse latitude, à terre, dans les continents. Donc voilà. J'ai omis exprès quand je vous ai présenté. Ah, vous voulez dire un petit mot, Sylvain? Allez-y avec le micro. Juste apporter un petit élément. La géologie et la géomorphologie. Et la régie ne va pas être contente si vous touchez le micro. Apporte aussi pas mal d'informations concernant les climats très anciens. Si on se réfère à l'Afrique, au Niger, on retrouve des traces d'érosion glaciaire, on trouve des cannelures, des stries, on trouve des blocs erratiques transportés par des glaciers. Et ce ne sont pas des glaciers d'il y a 20 000 ans ou 50 000 ans ou même 3 millions d'années. Sont des glaciers qui se sont mis en place à l'emplacement de l'Antarctique au pôle sud parce que l'Afrique était située au pôle sud. C'était il y a 450 millions d'années pendant les glaciations de l'Ordovicien. L'Ordovicien, c'est une période qui ne ressemble à rien avec ce qu'on a aujourd'hui sur Terre. Les continents ne sont pas à la même place et c'est comme ça qu'on va trouver des traces de glaciation en Afrique centrale, au Niger. Et puis plus tard, pendant les glaciations du Permo-Carbonifère, il y a 260 millions d'années, on va trouver des traces de glaciation en Australie et en Inde. Donc vous voyez que les continents changent de place et la géologie donne des informations sur le climat. Merci pour cette précision. Et autre point commun, comme vous l'avez compris, votre passion commune pour le quaternaire. Et j'avais omis, donc, Eva, de préciser, lorsque je vous ai présenté, que l'un de vos sujets de recherche, c'est moi qui me passionne particulièrement, c'est votre étude de la plus importante super éruption du quaternaire
Je ne sais pas si vous en avez parlé un tout petit peu. En tout cas, ça m'intéresserait que vous précisiez un tout petit peu vos recherches actuelles, si c'est le cas, donc sur l'impact sur l'océan et le climat de l'éruption du Toba, un volcan de l'île de Sumatra en Indonésie, survenu il y a 74 000 ans. Donc moi, ça me passionne et ça me fascine. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Alors, conclure. Vous avez dit effectivement que les éruptions volcaniques sont... on dit ça, nous on appelle forçage climatique. Ça veut dire que c'est un peu le moteur qui fait que le climat change. Et le volcanisme, on sait qu'il y a un forçage climatique qui produit un refroidissement. On appelle ça un hiver nucléaire. Mais c'est sur quelques années. L'éruption du Toba est la plus forte éruption qu'il a eue depuis des millions d'années. Ça n'a rien à voir avec les Tambora, Samalas, rien. C'est une magnitude 8. Donc entre 7 et 8, ce n'est pas une unité, mais c'est 100 fois plus fort. Et il n'y a pas eu d'équivalent depuis. Donc il y a beaucoup de controverses pour savoir si le Toba, qui s'est produit dans une transition entre une période interglaciaire et glaciaire, n'a pas favorisé la rentrée en glaciation. Je pense que je ne sais pas, je vous le dis, c'est qu'effectivement, actuellement, on est dans une période interglaciaire et il risque de durer longtemps. Et que la chose qui pouvait refroidir le climat, c'est une éruption. Mais bon, après, ce n'est pas forcément non plus une bonne chose pour nous. Donc cette table ronde souhaite qu'il y ait plein de super éruptions à l'issue de quand on va sortir. On va s'arrêter là, puis on reprendra l'échange entre vous après, puisque le temps file. Comme vous le savez, on va accueillir Pali Meursault, qu'on peut accueillir chaleureusement, pourquoi pas. On n'a pas encore applaudi nos intervenants. Merci. Artiste, compositeur et électroacousticien. Pali Meursault, donc tu poses ton écoute et tu captes les sons avec une curiosité, une constance et une précision rare. Bon là, voilà. Ces sons qui proviennent de l'activité d'un atelier de typographe, d'un orage tonnant dans les massifs alpins ou d'objets trouvés au hasard. Tu travailles les sons, tu les sculptes, tu les restitues en les installant donc, dans l'espace, en les donnant à entendre en concert ou en les fixant sur des disques. Je vais, rassure-toi, m'arrêter. Tu diriges également le label Univers International, donc tu es multi-actif dans la scène électroacoustique, aussi art sonore, field recording. On va pas mettre trop de labels, trop de mots un peu, voilà, mais en tout cas tu navigues dans cet univers-là. Et puis très simplement, tu m'as contacté il y a quelques semaines, ça c'est assez improvisé, puisque tu as mené pendant tout l'été, enfin tu en parlais beaucoup mieux que moi, un projet intitulé Radio Glace au pluriel. Enfin, au pluriel parce que c'est sur Internet, donc là je suis en train de lire l'URL, radioglace.net, qui est une invitation à écouter la vie intérieure des glaciers de Loison dans les Alpes. Donc là, pour le coup, je te laisse la parole. Merci. Merci, et puis merci pour cette bio de France Musique que je ne connaissais pas. Je précise juste que je ne trouve jamais les objets au hasard, mais à part ça, tout est vrai. Donc effectivement, je vais vous présenter assez rapidement pour qu'on puisse garder 8 ou 10 minutes. Je crois que l'extrait fait 8 minutes et quelques pour faire une petite écoute, puisqu'il s'agit d'un projet sonore. Et pour commencer, dire que c'est un projet sonore qui est fait en collaboration avec un autre artiste que je crois que tu as eu l'occasion d'inviter ici, qui est Thomas Tilly. Thomas et moi, on travaille un petit peu de la même manière, c'est-à-dire du côté des musiques expérimentales, mais avec des méthodes de travail, des outils qui sont les microphones et l'exploration de différents terrains. Il se trouve que moi j'ai grandi à Grenoble, j'étais alpiniste avant d'être artiste sonore. C'est pas du tout le cas de Thomas qui a chaussé des crampons et a marché sur un glacier pour la première fois à l'occasion de ce projet-là. Et du coup, deuxième précision, ce projet effectivement se positionne sur un territoire qui est relativement restreint par rapport à tout ce qu'on vient de visiter avec les interventions précédentes, qui est la région de Loisan,
Donc c'est une région montagneuse qui est très proche de Grenoble, légèrement au sud, qui regroupe en fait l'Oisans, ça regroupe 6 vallées, et les terrains sur lesquels nous on a travaillé, c'est entre le massif des Grandes Rousses, du côté de l'Alpe d'Huez, si vous connaissez un peu mieux les stations de ski, et le massif des Écrins, donc du côté de la Bérarde et la Grave en l'occurrence. Donc en fait, encore plus précisément, on a travaillé sur 4 sites d'altitude différents, qui sont 4 terrains glaciaires avec des caractéristiques un petit peu différentes. Tout ça s'est concentré, le projet donc fait une sorte d'instantané sonore sur l'état des glaciers de cette région pendant l'été 2020. Chose intéressante à mentionner, donc là après toutes ces grandes étendues de temps qu'on a visité aussi dans les interventions précédentes. Donc là, ça se concentre sur quelque chose qui est beaucoup plus restreint. Et l'année 2020 était très particulière, puisque en fait, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu autant de neige en été sur les glaciers des Alpes. Et donc, ils étaient plutôt en bien meilleur état que d'habitude, en tout cas du point de vue de ceux qui marchent dessus pendant l'été. Donc ça a été une année un petit peu particulière, et ça se ressent à l'intérieur de ce projet. C'est un projet, alors je nous ai présenté Thomas et moi comme des musiciens. C'est vrai qu'on est ni lui ni moi des purs spécialistes du documentaire radiophonique, mais néanmoins c'est un petit peu la forme qu'a pris ce projet-là, qui convoque aussi beaucoup d'intervenants et d'intervenantes, des scientifiques, géomorphologues, glaciologues, mais aussi des gens qui fréquentent les glaciers d'autres manières, des gardiens de refuge, des guides de haute montagne, des exploitants du ski aussi, puisqu'on est sur des terrains, en tout cas pour certains des sites, où il y a du ski sur les glaciers. Donc pour présenter un petit peu plus les choses, alors je vais ouvrir comme ça, je pense qu'ensuite je dois pouvoir naviguer, voilà. Donc juste déjà pour vous présenter un petit peu les méthodes de travail pour enregistrer les sons des glaciers. Alors évidemment les sons produits par le glacier, c'est principalement la fonte qui s'entend avec les oreilles relativement facilement. C'est de l'eau qui coule, qui peut couler sur les glaciers de plein de manières différentes, et ça peut être parfois très intéressant, surtout si on commence à pouvoir, comme on l'a vu dans le film de Laurence, aller à l'intérieur de cette glace. Nous, ce qu'on a utilisé aussi, au-delà des micros, comme celui que j'ai en main en ce moment, enfin sous des versions un petit peu différentes, des micros qui captent les vibrations de l'air, on a aussi utilisé des hydrophones, donc des micros qui sont faits pour aller sous l'eau, qu'on a pu immerger dans les flux de cette fonte ou dans les collections d'eau qui se forment à l'intérieur des crevasses. Donc là, on voit Thomas en train de travailler justement avec des hydrophones qui sont plongés dans une crevasse. C'est des micros qu'on utilise avec des câbles assez longs pour pouvoir les envoyer très profond. Là, on est sur le glacier de la Girose au début du mois de juillet. Il restait encore un petit peu, on est sur le bas du glacier, mais il restait encore un petit peu de neige. Il y a eu des moments où on a eu du mal à sortir les micros parce que ça regèle, à la fois ça dégèle et ça regèle un peu tout le temps à l'intérieur du glacier à ce moment-là. Là, on est au pied d'un glacier, à un endroit où il y a un lac qui s'est formé mais qui n'était pas encore complètement désenglacé de l'hiver. La petite chose, est-ce qu'on voit le curseur ici? La petite chose qu'on voit ici, alors ça, ce sont des micros un petit peu traditionnels. Et la petite chose qu'on voit ici, c'est un capteur sismique, en fait, un accéléromètre, donc un micro de contact, mais extrêmement sensible, et qui va capter des micro-vibrations. Donc je vais vous montrer celle-ci aussi, puisque c'est des outils qui sont un peu les mêmes. Donc on appelle aussi des géophones. En l'occurrence, avec ça, on peut capter des mouvements de la glace, donc pas seulement la fonte, mais aussi les mouvements du glacier, qui vont produire un certain nombre de sons. Là, en l'occurrence, c'est posé sur de la glace de regel nocturne qui se met à craquer au moment où le soleil passe dessus. Donc ça génère des sons extrêmement intéressants, mais on n'est pas tout à fait dans de l'activité glaciaire, si ce n'est que le regel nocturne, c'est aussi un cycle qui arrive tous les jours et qui est important aussi
dans les histoires de réchauffement climatique et notamment d'usage de la montagne pour les alpinistes, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus se faire à partir d'une certaine avancée dans l'été et de moins en moins avec le réchauffement climatique, puisqu'il n'y a plus de regel nocturne et que la montagne devient trop dangereuse puisqu'elle n'est plus tenue par le gel en fait. Donc voilà quelques exemples. Là, c'est aussi des hydrophones qui sont plongés dans un lac en train de dégeler, qui est un lac qui est au pied du glacier de Sarenne. Et puis, alors sur la partie un peu plus, ça c'était un peu la manière de fabriquer les sons électroacoustiques qu'ensuite on a retravaillé pour les créations, pour les explorations de différentes sonorités qu'on pouvait aller chercher sous la glace. Et puis ensuite, il y a tout le volet un peu plus documentaire où il a été question d'interviewer ces gens, guides de haute montagne, glaciologues, géomorphologues, etc., mais aussi de les accompagner dans des interventions. Donc là, on voit Lucas Davaz à droite et Morgane Barbeau à gauche, respectivement glaciologue et pisteur à la Grave. On est sur le bas du glacier de la Girose. Et avec cette vieille machine-là, il s'agissait... donc c'est, en gros, on voit la bouteille de gaz, hein, c'est une cocotte minute qui est au milieu, qui envoie de la vapeur dans la grande tige qu'on voit posée par terre en bas à gauche, qui sert à faire un trou vertical à l'intérieur de la glace pour pouvoir ensuite y insérer ces bâtons en bois blanc qu'on voit sur le côté, qui sont des jalons. Et puis ensuite, à la fin de l'été ou l'année suivante, on va pouvoir mesurer la quantité de cette balise qui ressort de la glace et donc estimer la perte d'épaisseur qui a eu lieu. Donc voilà, dans le projet qui se distribue en 14 épisodes sur ces différents sites avec différentes thématiques, puisque dans les sites, il y a par exemple le glacier des Deux Alpes, qui est le dernier glacier de la région où on fait encore du ski d'été. Donc il y a cette question-là, et de comment est approchée la question du retrait glaciaire par des gens qui ont cette vue économique et qui utilisent des machines pour remettre de la neige sur le glacier, etc., avec un argument qui va défendre le fait de dire que ça entretient le glacier, que le ski permet de le maintenir, etc. Des choses qui se passent sur d'autres glaciers, comme le glacier de la Girose, en fait, qui est plutôt fréquenté par des alpinistes, puisque c'est un lieu où il y a beaucoup de hautes montagnes autour. Donc là, il y a notamment des guides de haute montagne qui témoignent du changement de leur métier lié au retrait des glaciers, puisqu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire à certaines saisons, la montagne devient trop dangereuse, etc. Donc comment le travail de guide est obligé de se réinventer en fonction des conditions actuelles. Et puis, de l'autre côté, le glacier de Sarenne à l'Alpe d'Huez, qui est un cas intéressant, puisque c'est un glacier, alors selon les termes de notre ami islandais qui a fait l'introduction, c'est un glacier qui est déjà mort depuis longtemps, dans le sens où ça fait plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années, que c'est un glacier qui ne bouge plus, puisqu'il est plus assez grand pour entraîner un fonctionnement glaciaire, et dont il reste une dizaine de mètres de glace d'épaisseur, donc qui devrait disparaître d'ici 2 ou 3 ans. Il aurait pu peut-être disparaître cet été s'il y avait eu une grosse canicule, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, il y a un des épisodes qui est consacré à ça, et on suit des glaciologues de l'INRAE qui vont faire les distilles dans l'enregistrement, sans doute la dernière année qu'ils vont mesurer le glacier, alors que ça a été le premier glacier des Alpes, françaises en tout cas, je crois, qui a été suivi depuis 1949. Tu peux rappeler ce que c'est l'INRAE ? Alors l'INRAE, tu me poses vraiment la colle parce que je me rappelle plus l'acronyme. Peut-être Sylvain, tu t'en souviens, je sais pas. Moi j'ai beaucoup travaillé avec des géologues de l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, et l'autre institut c'est l'INRAE, mais je me rappelle plus. Nivologie, hydrologie, etc. Voilà, bon, un autre institut qui est par là-bas. En fait, les différents glaciologues et les différents instituts se sont historiquement répartis les mesures sur quelques glaciers. Ce qui est important, c'est qu'il y a certains glaciers, dont 2 qui apparaissent dans les différents enregistrements, qui sont ce fameux glacier de Sarenne qui a pratiquement complètement disparu, et le glacier de Saint-Sorlin qui est pas loin, qui reste un petit peu plus gros, qui sont des glaciers qui sont suivis depuis très longtemps.
Donc ça, c'est un des éléments importants pour les glaciologues, c'est d'avoir des collections de données sur la continuité pendant des périodes les plus longues possibles. Et puis, notamment avec Lucas Davaz, qu'on voit ici, qui est quelqu'un qui a fait sa thèse sur des manières de faire des calculs à partir d'images satellites de collection pour pouvoir extrapoler, étendre les analyses qui sont faites sur quelques glaciers qui sont suivis en permanence à des ensembles beaucoup plus importants et de pouvoir avoir ensuite des estimations justement de la quantité d'eau qui va arriver dans les océans, etc. Du coup, voilà, l'ensemble pour nous, artistes sonores, finalement, ce projet, ça a été de convier la médiation scientifique, le documentaire, à rencontrer les arts sonores avec cette idée que les deux s'enrichissent mutuellement, puisque pour nous, artistes, le fait d'aller mettre ses micros, d'écouter ses sons, d'imaginer, idée peut-être un peu bizarre, que ça peut être de la musique, ou en tout cas qu'on peut l'approcher de cette manière-là. C'est justement d'inviter la parole à prêter un peu plus attention à ces sons et à cette attention qu'on fabrique dans les sons, à redonner accès aussi à cette parole scientifique, que les deux s'enrichissent mutuellement, que le savoir crée l'attention et que les différentes formes d'attention invitent à s'intéresser et à comprendre les phénomènes. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que donc le projet s'appelle Radio Glace, qu'il y a, alors voilà, la future, il va prendre la forme d'un site internet, d'une plateforme d'écoute où tout sera accessible en ligne, au streaming mais aussi au téléchargement, puisqu'il y aura aussi une édition papier qui ressemblera à ça, qui est une sorte de topo d'écoute qui invite les gens à retourner sur les différents sites pour aller faire des écoutes in situ. Et comme c'est des sites où il n'y a pas forcément l'internet, donc il y aura un système pour pouvoir récupérer la collection sonore dans son intégralité. Donc là, vous pouvez noter l'adresse du site internet où il y a déjà, en fait, il y a l'extrait qu'on va écouter maintenant qui est déjà présent dessus, ainsi qu'une bande-annonce. Et la prochaine échéance du projet, c'est le 10 octobre. Alors ce sera à Grenoble en public, au Centre d'Art Bastille, qui est en haut du téléphérique de Grenoble, mais aussi sur les ondes de Radio Campus et de toutes les radios campus de France. Donc ça fait 25 villes, je crois, plus un site internet qui s'appelle pinode.org qui streamera cet événement-là. Donc ce sera aussi une table ronde avec un glaciologue, deux guides de haute montagne, nous autres artistes, et puis un concert à la fin où là, beaucoup plus librement, on ira dans les sons. Et ce sera le lancement du site internet où toute cette collection sonore deviendra accessible à ce moment-là. L'idée aussi qui était derrière ce projet, c'était vraiment de construire quelque chose d'assez ambitieux en termes de corpus, de ne pas être limité par les formats radiophoniques où on va faire un 52 minutes ou un 58 minutes, etc. Donc, sur l'édition, là, on ne met pas tout de suite les durées des trucs, mais il y a 14 épisodes qui font plus ou moins 15 ou 20 minutes, donc on est à près de 4 heures de documentaire de création. Donc l'idée était vraiment de former une grande collection qui explore très très en détail cet instantané sur les glaciers de Loisan à l'été 2020. Voilà, je vais arrêter d'en parler, je répondrai à vos questions tout à l'heure, et puis on va écouter un extrait d'un des épisodes, et c'est un moment où on est avec deux guides de la Grave qui s'appellent Erin Smart et Benjamin Ribert, et avec eux on est descendu dans une crevasse, et donc voilà, c'est un petit extrait qui est prélevé, qui fait 8 minutes je crois, qui est prélevé dans la collection, juste pour, on est dans une situation un petit peu documentaire comme ça, et puis qui invite à basculer dans les sons et dans l'écoute au fur et à mesure. Là, on va prendre pied sur le glacier. Donc, le
Le plancher des vaches va changer un petit peu, on va être sur de la glace et avec des crevasses. Du coup, on va utiliser la corde et former le principe de base de l'alpinisme, la cordée. On va faire un nœud, on va se mettre chacun un bout de la corde. Hop. Visser. Et c'est bon, on est prêt à marcher sur le glacier. Donc quand les ponts de neige sont assez gros, assez épais et assez solides, on peut faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est commencer à se déplacer dessus. Et ce pont de neige, il continue à l'intérieur d'une crevasse. Il fait comme un plancher intermédiaire. Et on va pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une crevasse. Aller voir comment le glacier est structuré, comment il est fait de l'intérieur et pas uniquement de l'extérieur comme on fait d'habitude. Ah, il y a vraiment reneigé, ouais. Oui. Trop classe. Là, on entend l'eau qui goutte parce qu'on est l'après-midi. Il fait même assez chaud aujourd'hui. Du coup, il y a toute la glace qui est au-dessus de nous qui fond tout doucement. On va pouvoir s'approcher un peu plus près. Je vais essayer de faire des traces correctes dans la neige. Alors comme on fait maintenant, en fait, pendant on marche sur le glacier, on garde la distance. Et après, quand on sait qu'on est dans une zone de sécurité, on va approcher un peu avec la corde. L'antre du glacier. The belly of the beast. Alors ici, on voit bien les couches. En fait, chaque ligne, c'est les saisons, quoi. En fait, oui, c'est un peu sale. Ça, c'est la poussière de l'été. Et entre là, c'est l'hiver. Et plus un été va être chaud, plus la ligne de poussière et cette espèce de ligne sombre va être épaisse. Ça voudra dire que la fonte a été vraiment très très forte pendant l'été. Donc là pour le moment on peut pas encore voir l'été 2019 où il y a eu les deux canicules parce que c'est trop haut et là on est à 5 mètres à l'intérieur du glacier. Donc on doit être à moins 20 ans, quelque chose comme ça. On voit pas vraiment le fond, c'est assez noir au fond là-bas. Jeter un peu de neige. Potentiellement, ça pourrait descendre à plus d'une vingtaine de mètres. Ouais. Donc un immeuble de 7 étages à peu près.
bien du mousse, s'il te plaît. Hop, un petit saut pour revenir. Bah, celle-ci, elle descend pas très profond, en tout cas sur le pont inférieur. Peut-être en dessous, il y a une vraie cavité. On verra peut-être à l'automne. Oui. Peut-être pas si la neige continue. Ça dépendra du glacier. Effectivement, alors, une table ronde n'est pas drôle si on n'est pas en retard, hein, donc on n'aura pas beaucoup de temps, fort malheureusement, pour un échange en salle. On va le faire, si vous avez quelques questions, on va les poser et vous allez y répondre. Mais ces échanges auront pour vocation de se prolonger après, de manière informelle, on sera encore là, donc on pourra continuer à fondre ensemble. Voilà, on va, si vous le souhaitez, se prêter au jeu de quelques questions assez rapides, je compte sur vous pour être concis, puisqu'ensuite John va faire sa performance. Tu voulais lancer le bal avec le micro. En fait, ce sont deux questions très rapides. La première à Laurence, je voulais savoir, on n'a pas évoqué le fait que peut-être tu avais pendant ta résidence des contacts ou non avec des scientifiques. Enfin, est-ce qu'il y a eu un dialogue établi avec des personnes du domaine scientifique? C'est une chose que je voulais te demander. Et puis, une question après aux scientifiques, à l'inverse. Est-ce que vous pouvez imaginer que des documents comme celui qu'on vient d'entendre, puissent entrer dans un outillage pour vous, c'est-à-dire il y a des artistes comme Laurence et Pali enregistrent le territoire, enfin enregistrent les éléments. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous avez recours, ou vous pouvez imaginer avoir recours à ce matériau finalement en tant qu'archive, mais qui puisse vous être utile pour vos propres recherches? Mais peut-être Laurence en premier. Oui, alors dans le cadre de la résidence, en fait, il était prévu d'ailleurs même qu'on ait 2 interventions de 2 scientifiques différents. Finalement, ça s'est réduit à une intervention, mais qui a été assez importante pour moi, en tout cas, parce que ça a permis de finalement clarifier des choses ne serait-ce que cette question de la fin du siècle et de la disparition plus que probable de la plupart des glaciers des Alpes, exception faite notamment d'une partie en tout cas du glacier d'Aletsch, vu que c'est le plus grand des Alpes et qu'à certains endroits il y a 900 mètres d'épaisseur encore. Mais enfin en tout cas ça a amené, disons, des éléments factuels qui étaient je trouvais fondamental, au fond, d'avoir un accompagnement aussi scientifique. Ouais. Il y avait une seconde question adressée plutôt aux scientifiques. Sur l'usage éventuel de ces travaux artistiques, c'est une question qu'on pose souvent ici. Et souvent, les chercheurs ne savent pas quoi répondre. Je pense qu'on a des archives qui seront vraiment très intéressantes dans les 50 prochaines années, quand ce petit glacier malheureusement aura disparu. On a une archive qui montrera qu'on pouvait aller dans le glacier et ça pourra servir à des générations futures, avant que les glaciers ne se reconstituent. Si on est optimiste, ils se reconstitueront peut-être rapidement. Si on est pessimiste, il faudra attendre plus de 1500 ans, voire 2000 ans. Et je vais juste pour compléter, c'est un peu comme l'interview que vous avez passée au début de cet après-midi. C'est que je crois que c'est une manière de sensibiliser le public parce qu'ils ont une manière de s'approcher du public peut-être plus simple que nous, parce que nous, des fois, on utilise des termes compliqués, ce n'est pas clair forcément pour eux. Ils trouvent que c'est une manière de sensibiliser, de faire de la médiation scientifique et d'utiliser ce type d'outils.
J'aimerais juste citer Pali, qui sur un mail m'a écrit « La recherche scientifique génère du sensible ». Donc voilà, je trouve que c'est un bon résumé aussi de cette situation-là, de cette communion entre les artistes et les chercheurs. Et je trouve que c'est une très bonne définition, si tu veux là. Je pense que toute activité génère du sensible, en fait. Mais par contre, il y a des choses très concrètes qui se passent. Alors, effectivement, là, on a parlé des temps très longs, etc. Il y a aussi cette question très politique, sociale, économique du rapport au territoire, du rapport au paysage, de comment on le consomme, de comment on l'utilise, etc. Et dans des lieux comme ceux où j'ai travaillé. Alors, pour mettre en comparaison, effectivement, le glacier d'Aletsch, c'est le plus grand des Alpes. Dans les écrins, il y a 3 ou 4 glaciers qui sont encore assez grands, mais on est quand même sur des petits glaciers dont la quasi-totalité aura disparu en 2100. Et il y a déjà des retraits qui entraînent des changements conséquents, des activités économiques, etc. Et il y a des choix, je pense, pour les populations localement qui vont devoir être faits dans les années prochaines concernant certains équipements, concernant certains développements économiques, quant à savoir s'il y aura encore de l'eau dans certaines vallées, etc. Donc il y a des questions qui sont extrêmement pressantes et moi j'ai envie de dire en ce moment pour sensibiliser à ces problématiques-là, si les scientifiques et les artistes font des choses ensemble, très bien, et puis même encore avec d'autres gens, et puis tous les moyens sont bons, mais en tout cas il faut générer non seulement cette attention à ces problèmes, mais de passer la première marche qui consiste à dire ouh là là c'est épouvantable, et puis de voir après qu'est-ce qui se passe derrière. Ça n'est pas que épouvantable, mais par contre ça demande du boulot, et ça demande du débat, des choix politiques, etc. quoi. C'est le même élan de recherche avec des moyens et des buts un peu différents. Mais Sylvain, j'ai entendu à la radio que le glacier d'Aletsch est votre glacier favori. Je vous ai entendu le dire, donc j'aimerais avoir votre regard. Et puis après, vraiment, on va conclure cette table ronde de manière assez rapide. Mais malgré tout, j'avais envie de vous interroger sur votre regard sur le film de Laurence. Peut-être qu'est-ce que ça vous a provoqué chez vous d'être aussi proche de ce glacier que vous aimez tant. L'émotion, s'il vous plaît. Dans un premier temps, le regard que j'ai eu sur son film, j'ai trouvé assez fabuleux de mettre ça en négatif. Parce que là, on s'interroge, on se dit, mais merde, à la fois c'est pollué, c'est noir, mais il y a du mouvement, c'est beau, ça interroge énormément, ça interpelle, ces images interpellent énormément. Moi, j'ai été plusieurs fois dans des moulins au glacier d'Aletsch. Les moulins, c'est les cavités dans l'eau de fonte s'engouffre. Alors, on y va en automne, évidemment, quand il y a plus de débit d'eau, et on peut descendre 20, 30, 40, 60 mètres. On a des verticales de 40 mètres, c'est assez impressionnant. C'est poli par l'eau pendant l'été. C'est bleu foncé. On voit un petit trou en haut, c'est le ciel. C'est assez extraordinaire. Mais là, ce qu'elle a dû voir, c'est un peu comme ce qu'on voit dans les moulins, mais en négatif. Alors, je trouve que c'est très interpellant parce que, on va dire, c'est le côté sombre du refroidissement, du réchauffement climatique. Le côté clair de tout ça, c'est faire des photos en couleur, dans un moulin ou même à la surface du glacier, parce qu'on a encore la chance d'avoir un glacier bien blanc. Aletsch, c'est un glacier qui est à l'échelle des glaciers d'Alaska. La mer de glace fait 11 km, toute sa partie basse est en train de mourir. Dans le dernier kilomètre, on n'a que des glaces mortes. La partie basse du glacier d'Aletsch, c'est pareil, mais avec 30 ans de retard. Autrement dit, le glacier est tellement long qu'il réagit en 30 ou 40 ans au climat. La mer de glace, elle réagit en 12 ans. Donc ça veut dire que l'état du glacier d'Aletsch aujourd'hui représente l'état des glaciers du massif du Mont-Blanc il y a une trentaine d'années. Donc quelque part, on a encore quelques belles années devant nous. Malheureusement, je ne vais pas dire que c'est inéluctable, mais presque, ce glacier va fondre. Il y a des tas de modélisations qui ont été faites. Mais c'est un univers, c'est ça qui est formidable à Aletsch, c'est un univers culturel, c'est un univers des processions à l'alpage d'Ober-Aletsch, où jusqu'à 300 jésuites qui montaient, enfin des habitants avec des jésuites qui montaient en procession au XVIIe siècle pour conjurer l'avancée de ce glacier, en 1818 aussi. C'est très vaste, si vous voulez vous promener là-bas, c'est extraordinaire, vous passez 3 jours, vous n'avez pas tout vu, c'est pas possible.
Mais j'aime bien cette conclusion qui consiste à rappeler qu'avant, on avait peur que les glaciers se glissent vers nous et maintenant on pleure leur érosion. Laurence, pour dire un mot de conclusion, je compte sur vous. Non, par rapport à c'est intéressant parce que la procession, et donc il y avait même une lettre qui avait été écrite au pape pour que le pape intercède auprès des instances pour arrêter la glaciation. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc ils ont écrit il y a quelques années à nouveau au pape pour lui dire que ça avait vraiment trop bien marché, son truc, qu'il fallait que ça s'arrête. Je ne sais pas si le pape pourra faire quoi que ce soit sur la fonte des glaciers. Le préfet de la vallée de Conches, c'est la haute vallée du Rhône, a intercédé auprès de l'évêque qui est allé voir le pape, et il a eu audience avec le pape, c'était Benoît XVI à l'époque, qui lui a dit, écoutez, moi je vois aucun inconvénient, vous pouvez faire des prières et aller bénir le glacier pour qu'il reprenne du volume, c'est quand même un patrimoine UNESCO. Par contre, je suis obligé de demander qu'on modifie une bulle qui datait du XVIIe siècle, ce qui a été fait.